Donc, on va parler de Prisma. Donc, on est sur un talk en 3 parties. Première partie, on va faire le point sur le développement web actuel, quelles solutions on a, quelles limites et pourquoi du coup Prisma rentrerait en ligne de compte. Ensuite, on va faire un live coding sur Prisma. Donc, on va développer une API toute simple et on va voir à quel point Prisma nous facilite la vie. Et en troisième position, on va voir un petit peu en ouverture quelles autres solutions à Prisma, quelles alternatives, quel avenir pour Prisma, etc. Voilà. Donc, au début, on va commencer par constater. On va se poser quelques questions. Quelles sont les architectures des applications web actuelles? Fondamentalement, elles ressemblent toutes à la même chose, donc on va explorer cette architecture. Quelles limites? Et des limites, on va essayer de déduire des besoins. Ok, du coup, ce qu'on va retrouver plus généralement dans des applications web, du coup, ça va être une architecture 3 tiers. Du coup, on aura le front, la logique, donc le back-end, et la data. Le front, c'est la présentation, c'est ce avec quoi votre utilisateur final va interagir. Du coup, donc c'est juste de lui. On a la logique, donc qui communique avec le front via le protocole HTTP. Et on a du coup dans la logique du REST, du GraphQL, etc. Du coup, on a pas mal de trucs, parfois du WebSocket. Dans le base de données, pardon, c'est l'API est connectée via un connecteur ou un ORM qui vient abstraire ce connecteur. Et du coup, voilà, c'est là qu'on va stocker les données. Si vous ne connaissez pas le terme IPC, c'est Inter-Process Communication, communication interprocessus, parce qu'on ne sait pas en réalité comment on communique avec la DB, hein. Ça peut être un socket, ça peut être... Enfin, on ne sait pas ça. Ok. Du coup, dans le front, ça va être l'interface utilisateur. Donc, c'est ce que les gens vont voir quand ils vont arriver sur votre application. On a plein de frameworks. On a React, Vue, Angular, etc. Avant, le front, c'était quand même très chiant. Et on a React qui est arrivé et qui a un peu tout bousculé et qui est passé de ouais, le front, c'est chiant à putain, React, c'est bien, quoi. Et du coup, on a plein de technos qui sont venus un peu chambouler ça, comme le client-side rendering et le virtual DOM. Du coup, ça bouge beaucoup, ça va assez vite, les gens s'amusent bien et du coup, on est bien. C'est pas là qu'il y a un problème. C'est un développement assez fun, on va dire. Mm. Au niveau de la logique, donc on a eu un REST qui est hyper dominant avec l'avènement du CSR, du client-side rendering. Truc classique, hein, vous avez votre prompt d'un côté, une API REST de l'autre et vous faites des queries comme ça en Ajax pour rafraîchir votre donnée. Donc c'est du code qui est hyper répétitif. Vous avez tout, je pense, déjà écrit rest.get/user, express.get/post, express.get, enfin voilà, et vous continuez comme ça sur autant de ressources que vous avez. C'est toujours la même chose, hein, on part d'une route, on fait un appel à l'ORM, on fait des checks d'erreur, on renvoie la valeur de retour. Et d'ailleurs, souvent quand on démarre la programmation, on pense que le back c'est cool, parce qu'en back on implémente de la logique, non, mais en vrai non, c'est faux. Le back c'est toujours le même code et on passe son temps à réécrire les mêmes choses. Donc il y a la révolution GraphQL qui est venue changer un petit peu les choses. Au lieu d'enchaîner le routage, au lieu d'enchaîner les points get, les points post, les points delete, on va enchaîner les resolvers. Et c'est dans les resolvers qu'on implémente la logique. Donc on gagne en termes de volume de code, on a moins de code. On gagne aussi en termes de performance quand on fait des requêtes très lourdes ou justement si on fait plein de petites requêtes légères, on peut gagner aussi. Voilà, il y a un côté vraiment programmation automatique qui est super frustrant, quoi. Et vu que c'est du code très répétitif et assez prédictible, c'est une très bonne target pour de la génération automatique de code. Donc on va voir un petit peu après avec Prisma qu'on peut générer ce code, quoi. Si vous ne connaissez pas Protocol Buffers, c'est une des solutions de Google pour se faire parler des applications entre elles. Je vous invite à regarder, ça peut vous intéresser. Du coup, on peut voir là du code basique de back-end. On peut voir que c'est quand même très répétitif parce que par exemple, là, on a les users et les posts. Et c'est le même code des deux côtés, quoi, qu'on est obligé de recoder à chaque fois. Peu importe, on crée un nouveau document, on doit refaire tout ce code, etc. Là, en fait, tout ce qu'un développeur veut écrire, c'est la logique qui est spécifique à son application. C'est ce qu'on voit ici, donc some custom logic. Some custom logic. Et c'est juste ça qu'on veut écrire, on ne veut pas réécrire toujours la même chose, ça n'a pas de sens. On va parler un petit peu de la donnée, qui est notre troisième tiers. Donc au niveau de la donnée, on a une grande pluralité des SGBD, hein, Mongo, Cassandra, Postgres, Redis, certains avec des usages très généraux, d'autres plus spécifiques. Généralement, le trio quand même super dominant, c'est Postgres, Mongo, MySQL. Il est supporté par la très grande majorité des ORM et il est également supporté par Prisma, ce qu'on verra ensuite.
Donc aujourd'hui, en 2019, personne veut écrire directement ses requêtes SQL et les insérer dans son code à la mano, quoi. Il y a des gens qui le font, mais soit ils sont complètement fous, soit ils ont des besoins ultra spécifiques ou des besoins de performance. Autrement, la communication avec la BDD, c'est vraiment le truc qu'on veut abstraire, quoi. Et l'outil privilégié pour faire ça, c'est l'ORM, quoi. Voilà, donc l'ORM, ça rend la chose un petit peu plus agréable. Le problème de l'ORM, c'est que c'est super inégal en fonction des stacks. Si on prend la stack SQL, la stack JavaScript, on a Knex, Objection, stack C#, on a des choses aussi, ça va. En Go, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué et quand on arrive sur des langages plus récents comme Rust, on n'a juste plus rien, quoi. Voilà. Donc c'est super inégal et chaque ORM est un petit peu implémenté d'une façon différente, ce qui fait que au final, apprendre un ORM, c'est quand même assez compliqué. Ça prend du temps, on doit écrire du code ORM. C'est pas une solution super optimale, quoi. Donc le code ORM, au cas où vous en avez jamais écrit, ça ressemble à ça. Donc ici, c'est un exemple en JavaScript avec Knex. En gros, vous sentez une vibe SQL, quoi. Point foreign, foreign key, référence, bon, on sent qu'on a une relation entre deux tables, référence intable, ah ok, not nullable, ah c'est le not null SQL. Bon, on a une certaine abstraction. Certes, vous appelez des fonctions JavaScript, vous leur passez des strings, etc. Mais bon, on sent qu'on est quand même assez proche d'une base de données, quoi. Et surtout, c'est horrible à écrire. Parce que là, le table.string_title not nullable, table.string_content not nullable, imaginez, vous avez 15 champs dans votre table, vous tapez ça 15 fois, c'est horrible. Et c'est super répétitif entre les différentes tables, quoi. Vous voyez que là, entre ma table post en haut et ma table user un petit peu plus en bas, le code il est super similaire, quoi. Genre ça, c'est clairement du code qu'on peut générer. On va voir après comment on peut le générer. Ok, du coup, pour conclure, on veut quelque chose qui soit fortement typé. On veut de l'abstraction pour pas avoir à recoder à chaque fois tout ce qui est SQL. On ne veut pas faire du SQL directement dans notre code. On veut pas de boilerplate. Donc on ne veut pas toujours avoir à réécrire les mêmes choses. Ça n'a pas de sens pour un développeur. Et du coup, on va implémenter que la logique. Donc l'essence même du développement, quoi. Du coup, les solutions qu'on peut apporter, c'est on part de la donnée, on génère des types en fonction de cette donnée. Ensuite, on génère du code qui pourra du coup servir cette donnée. Et ensuite, on génère tout ce qui est le Data Access Layer de l'application backend. C'est ça. Donc en réalité, Prisma, à la source, c'est un Data Access Layer. Hein. Je te laisse finir, mais c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, quoi. Prisma est un Data Access Layer, un DAL à la base. C'est ça. Parce que quand on a une donnée, on a généralement un cycle de vie qu'on appelle CRUD. Donc create, read, update, delete. Qu'on va devoir faire tout le temps. Et donc, c'est peu importe le système de base de données que vous utilisez. Et du coup, c'est du code qu'on peut générer et qu'on n'a pas envie de réécrire à chaque fois. Et en plus, avec Prisma, on peut même générer l'ORM en plus. Donc on va voir ça tout de suite. Donc vous vous rappelez de notre architecture 3 tiers. Là, on la retrouve, mais on va rajouter en gros un 4e tiers, pour peu que ça ait du sens. On va rajouter le tiers Prisma. Donc Prisma, c'est un DAL, c'est-à-dire qu'il va se mettre entre votre API, entre votre logique, donc ici on voit le petit logo GraphQL, on est sur une API GraphQL, et votre base de données, ça c'est votre DB ici. Prisma, il vient au milieu, et Prisma, ce qu'il fait, c'est qu'il prend en otage votre couche donnée. Prisma, c'est le tiers qui va prendre en otage un autre tiers, quoi. C'est le tiers Prisma prend en otage le tiers data. Et ça fait qu'en fait, peu importe le SGBD, peu importe votre système de gestion de base de données, que ce soit Mongo, que ce soit SQL, que ce soit Postgre, on a toujours un interlocuteur commun, point de vue API. L'API, elle parle jamais directement à la base de données, elle parle à Prisma. Et ça permet plein de choses. Ça nous permet déjà de générer notre ORM. Parce que si... Quand on générait notre code ORM, on devrait générer du code pour SQL, pour Postgre, pour MariaDB, pour whatever, on ne s'en sortirait pas. Mais là, on ne génère pas du code qui fait des appels à la base de données, on génère du code qui fait des appels à Prisma. Et ensuite, c'est la couche Prisma qui forward ces appels à la base de données et renvoie les résultats. Donc on se retrouve avec un interlocuteur commun qui fait qu'on peut générer le code ORM. Et on va voir qu'une fois que le code ORM est généré, ce serait bête de s'arrêter en si bon chemin et on peut encore remonter et venir générer la couche API. Donc on va parler un petit peu de la syntaxe SDL, qui est la syntaxe utilisée par Prisma pour définir la donnée. Donc c'est une syntaxe qui est déclarative, qui sert à déclarer des types et aussi des comportements. C'est en ça qu'elle est intéressante. On a à la fois les types et des comportements. Et elle est très fortement typée, on gère le nul, on a les unions, il y a vraiment tout dans cette syntaxe, quoi. Si vous êtes familier avec GraphQL, c'est la syntaxe utilisée pour déclarer les schémas GraphQL. Voilà. Prisma l'a récupérée. Et il se trouve que l'objectif de Prisma, en fait,
c'est de vous faire déclarer votre donnée une seule fois en SDL. Et ensuite, cette donnée, c'est la seule source de vérité pour toutes les autres opérations. Votre ORM est généré à partir de cette donnée, votre API est généré à partir de cette donnée, une seule source de vérité, et hop, on dérive à partir de là, on déroule. Ok, et du coup, on a du code qu'on peut générer, comme on l'a vu. Du coup, c'est Prisma qui s'occupe de générer tout le code, tout le côté ORM DAL. Et on peut avoir un tiers qui génère l'API. Et du coup, on a juste la logique à implémenter, donc ce qui se plug au milieu. Du coup, là, par exemple, on a un petit bout de code, je ne sais pas si vous voyez tous bien. Du coup, on utilise Prisma Go, donc le client Go de Prisma, et un outil de génération d'API qui s'appelle GQLGen, donc d'API GraphQL du coup. Et on peut voir que on écrit juste une ligne qui est là on insère la logique de Prisma dedans. Et c'est une ligne qui est genre fortement autocomplétée par votre IDE parce que c'est du code qui est déjà existant, qui est généré. Et voilà. Donc voilà, là, littéralement, tout ce qu'on a fait, c'est on a tapé RE, tab, on avait le return, R.pr, tab, create tab, on est arrivé dans les paramètres, Prisma, tab, session, tab, et automatiquement, il nous a mis le exec et est terminé, quoi. Ouais. Et le fait de juste écrire cette ligne-là, ça faisait qu'on pouvait insérer un document de type session, donc là, c'est un type qu'on avait défini pour C3PM, un document, un projet POC, voilà, on pouvait comme ça insérer notre document, quoi. Et ça nous change vachement parce que si on avait dû écrire ça en JS, on aurait dû commencer par définir notre route. Donc ça, on n'a pas eu à le faire parce qu'on est sur du GraphQL et le prototype de cette fonction-là, il a été généré par GQLGen. Donc nous, on avait juste à remplir du code à trous en réalité. Et surtout, on a été très lourdement autocomplété. Parce qu'un des énormes avantages de Prisma, c'est parce qu'il génère le code et parce qu'il est typé de bout en bout, alors il peut s'insérer dans votre éditeur de texte et il vous apporte un tooling qui est incroyable. Que vous codiez dans un IDE JetBrains, dans VS Code ou whatever, vous allez être autocomplété à fond. Et vous n'allez jamais être dans la situation où on se retrouve tout le temps en JS, de taper, vous recevez un objet en paramètre, vous êtes dans votre IDE, vous tapez objet point, et là il n'y a rien. Ouais. Et là vous êtes en mode, Où il y a plein de trucs. qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous passez votre souris au-dessus, il vous dit any, vous êtes genre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et avec Prisma, ça n'existe pas. Vous êtes typé du data model jusqu'à l'utilisateur. Et du coup, pour revenir un peu sur notre architecture avec Prisma, on n'a pas écrit le code ORM, il a été généré pour nous. On n'a pas écrit tout ce qui est routage, parce qu'on a eu des tiers qui peuvent la générer pour nous aussi. On a juste rempli des resolvers, donc une ligne à l'intérieur des fonctions. C'était du code à trous. Voilà. Du coup, au final, on a notre endpoint, que ce soit REST ou GraphQL, etc., déjà fait. On est typé de bout en bout, du coup on est assez safe, on est sûr qu'au runtime il n'y aura pas trop d'erreurs. En tout cas à cause des types, pas comme en JS on peut le voir. Et on a du gros tooling grâce à tout notre IDE, parce que le code est généré, le code est présent en fait. C'est pas système de template, C++, etc. Genre le code est là, et du coup l'IDE peut facilement le repérer, et du coup vous faciliter la tâche avec ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe au live coding? Vous voyez tous où se situe Prisma, où est-ce qu'il se place, les avantages? Ok, cool. Du coup, on y va. Donc Prisma aujourd'hui, ouais, t'as une question? Non, c'est quoi les avantages à ne pas utiliser Prisma? Ouais, il y en a, mais on en parlera à la fin. Ouais. Mais oui, Prisma apporte aussi des inconvénients. Donc aujourd'hui, Prisma est en version 1. La version 2 est en développement hyper actif. Il y a support de 3 langages, enfin 2,5. JavaScript, TypeScript et Go. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le tutoriel en TypeScript. On va utiliser la stack TypeScript, on va développer une API ensemble. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le volume de code écrit. Là, je vais live coder avec Prisma. Avant, chez lui, Gabriel a codé REST Knex, Ouais, REST Express, Knex, donc JS classique. Et moi, chez moi, j'ai codé Knex GraphQL, donc JavaScript aussi, classique GraphQL. Et on va comparer en fait le volume de code qu'on aura écrit dans les 3 cas. Ouais. Et étant donné que du code en moins c'est du temps gagné, on va comme ça pouvoir un peu mesurer le temps qu'on a gagné et on va aussi pouvoir mesurer la maintenabilité du code. À quel point il est facile de rajouter des choses dans le projet Prisma, dans le projet GraphQL, dans le projet REST. Yes. Donc on y va. On va aller sur la doc de Prisma. Get started. Et on va se mettre en... Oh putain, j'espère que le responsive, il me... Est-ce que je suis en TypeScript là? Je vous explique. En fait, normalement, il y a un petit bouton ici, on peut choisir le langage. Mais vu que mon écran est trop petit,
parce que je suis dans une résolution nulle. Non, mais tu le verras après, je pense. Tu penses que je le verrai après? Parce que là, c'est toujours pareil. Ouais, vas-y, c'est bon. Allez hop. Donc on y va. Pour installer Prisma, vous allez devoir installer un outil en CLI. Donc vous l'installez soit via Homebrew, soit via NPM. Il est codé en JS, donc il n'y a pas de truc genre ça compile pas, il n'y a pas de problème, ça va marcher. Vous allez avoir besoin de Docker. Pourquoi? Parce que quand vous développez avec Prisma, vous avez forcément l'instance de votre base de données. Vous avez votre base de données Postgres, base de données MySQL, mais il vous faut Prisma au-dessus. Le logiciel Prisma en lui-même, le DAL qui fait la connexion entre votre API, enfin votre ORM et votre base de données. Donc Prisma, ils sont gentils, ils nous donnent un Docker Compose tout fait, où il y a déjà les images et tout, on fait juste Docker Compose up et on a le DAL qui est up. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc là, vous avez le choix, MySQL, Postgre, Mongo. Moi, je prends du Postgre, mais après, c'est à vous de choisir le parfum. C'est assez similaire en plus. Donc, je crée le fichier, je passe dans VS Code, je me prends pas la tête, je le colle, on va faire quelques petites modifications. Ici, vous avez tout suivi mon tool sur Docker, donc hop, là, vous comprenez qu'on veut être juste accessible sur 127. Là, tout va bien, le password par défaut, de toute façon, c'est pas exposé, on s'en fiche. Ok, tout va bien. Je vais lancer ça. Donc là, j'ai ma base de données Postgres qui démarre et Prisma qui vient se démarrer au-dessus et qui va me permettre de communiquer, avec. Donc là, on me dit que ça tourne sur le port 4466. Donc on va aller voir un petit coup d'œil un petit peu ce qu'il y a. Donc ce que vous voyez là, c'est l'interface graphique du DL. Voilà. Donc vous derrière, vous n'allez pas utiliser les interfaces graphiques depuis votre code, forcément, vous allez utiliser l'ORM que Prisma va vous générer. Mais si vous voulez jouer un petit peu, ça c'est une bonne chose. Donc pendant longtemps avec Gabriel, on pensait qu'ici on écrivait du GraphQL. Ouais. C'est pas exactement le cas. Ici vous faites des requêtes Prisma. Ça respecte le SDL, mais c'est pas exactement du GraphQL non plus. Donc là on va faire un exemple, on va essayer d'afficher tous les noms des utilisateurs. Ça nous dit que voilà, project not found, on n'a pas encore de projet Prisma, on n'a pas encore de DB, tout ça. Pas de problème, on continue de suivre le tutoriel. Ici on nous dit de faire un petit Prisma init en passant un paramètre le endpoint. Très bien. Ça va nous créer quelques fichiers qui sont utiles pour la suite. On va créer deux fichiers. Prisma.yaml, c'est notre fichier de configuration pour Prisma, et datamodel.prisma. Ça va devenir votre fichier. Ça, c'est le fichier dans lequel vous allez définir vos types, et c'est ce fichier-là qui va servir de source de vérité pour toute la génération de code ensuite. Donc, voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Prisma.yaml, ok, ça donne le endpoint, et ça indique le fichier de datamodel. Très bien. Datamodel.prisma. On nous dit, pour l'instant, il y a un type qui a été généré, type user, ID, name. Ok. Donc si vous ne connaissez pas la syntaxe SDL, c'est en gros comme déclarer une struct en C, quoi. C'est rien de sorcier. Vous mettez le nom du paramètre, le type et éventuellement d'autres infos après, quoi. Donc ici, j'ai mon type user. Mon type, il va avoir un ID, un identifieur unique. Le point d'exclamation, c'est pour dire que le champ est obligatoire. Et @id, c'est en gros, c'est comme si vous déclarez une primary key en SQL, quoi. Name string, bon, moi je vais renommer ça, je vais mettre first name, là je vais mettre aussi un last name qui sera aussi une string, puis c'est tout. Je vais déclarer un type post, donc c'est un autre genre de document. Il aura aussi un ID qui sera obligatoire. Et je vais aussi ce post, il aura un auteur, et l'auteur ce sera un utilisateur. Donc là vous vous dites, bah oui en fait, là on a une relation en fait. On a une relation. Post admet un auteur. Et l'auteur est type user. Ce qui veut dire que là, tout de suite en base de données, en fait, vous avez une relation en one-to-many. L'auteur, il ne sera pas obligatoire, donc il pourra valoir nul. Du coup, je ne mets pas dans l'exclamation. On va se mettre un titre, ce sera une string, c'est obligatoire. On va se mettre un content, ce sera une string, c'est obligatoire. Très bien. Donc là, j'ai défini mon schéma. Je continue. Je vais juste passer ça ici. Je continue. Prisma deploy, c'est la commande qui fait que la magie va opérer et vos tables vont être créées dans votre système de gestion de base de données. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous informe qu'un nouveau type post a été détecté, le type a été créé, un champ ID a été inséré, un champ author, un champ title, un champ content, user, même chose, et là c'est très intéressant. On nous dit qu'une relation a été détectée entre post et user. Donc là, une relation a été créée entre post et user en utilisant la colonne author de la table post. Donc là, ça veut dire que vous avez écrit zéro code, mais en réalité,
vous avez vos tables qui ont été organisées comme il faut dans votre système de gestion de base de données, et Prisma est prêt à vous générer un ORM avec la relation qui est prise en compte. On voit ça tout de suite. On va se mettre là. Donc là maintenant, on nous informe que name sur users, ça n'existe pas. Normal, j'ai renommé. First name, last name. C'est vide, on n'a pas de données. Heureusement pour nous, Prisma nous expose un autre endpoint qui est le underscore admin. Et dans le underscore admin, ne vous inquiétez pas, c'est pas un souci. Dans le underscore admin, on va pouvoir en fait triturer comme ça notre base de données. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc ici, j'ai mon type user qui admet du coup ID, first name, last name. Et ici, j'ai un petit bouton plus. Et ce petit bouton plus, il me permet d'ajouter un record en base de données. Donc si vous voulez jouer un petit peu avec votre DB comme ça, vous ne connaissez pas les requêtes et tout, vous pouvez jouer avec comme ça. Je vais mettre Lucas Anthony. Je save ça sur la database. Et là, c'est bon. J'ai mon utilisateur. Donc si je refais ma query ici, hop, ça apparaît. Maintenant, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau du post. Je vais ajouter un post. L'auteur, regardez. L'auteur, j'ai le choix entre créer un nouvel auteur ou connecter un auteur. Ça veut dire que là, Prisma sait qu'il y a une relation et il est capable d'aller chercher l'auteur comme ça. Et tout ce que je vous montre là, après, on va le traduire en code. Title, my title. Content, my content. Ok. Donc là, j'ai inséré ma donnée. Je vais, au lieu d'aller chercher les users, je vais aller chercher les posts. Je vais aller chercher le titre. Je vais aller chercher l'auteur. Et dans l'auteur, je vais aller chercher son first name. Nickel. Tout roule. Et là, vous allez me dire, mais c'est pas insane non plus. Enfin là, tu nous montres juste des requêtes simples et tout. Est-ce qu'on peut pas faire mieux? On peut faire mieux, mais on peut faire vraiment beaucoup mieux, quoi. Admettons que vous vouliez, depuis votre code, créer un post. C'est votre jour de chance. Je vais juste rafraîchir la page. On a pour vous comment il l'appelle. Toi, t'as la doc à côté. Ouais. De toute façon, on va regarder la doc. Hop. Prisma, il est tellement sympa, il vous génère votre doc aussi. Donc là, on voit par exemple que j'ai quelque chose qui s'appelle create post. Donc mutation, create post, data. Et là, si on regarde la doc, je vois que create post en paramètre, il prend un post create input. Là, je me dis, qu'est-ce que c'est post create input? Je vais rechercher un peu. Post create input. Et là, il faut que je lui donne un title, un content, un author. Je me rends compte que vu qu'il y a des points d'exclamation ici, title et content sont obligatoires et author peut être mis à nul vu qu'il n'y a pas d'exclamation. Donc là, vous dites quel avantage? Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé au travail. Vous devez consommer une API, la doc elle n'est pas à jour. Vous appelez un tel qui a développé l'API, vous lui envoyez un message. Mec, il prend quoi la route là? C'est quoi dans le body qu'il faut que je mette? Le mec il n'en sait rien. Vous regardez la doc, ça va toujours pas. Voilà. Avec ça, vous avez une doc qui est générée en même temps que votre code. Cette doc, elle est toujours à jour. Et cette doc, elle est très pragmatique. C'est pas de floriture, pas de phrase ou quoi. C'est ce qu'il faut mettre. Point barre. Ouais. À quoi il sert le mot-clé mutation? Le mot-clé mutation, en fait, quand tu fais du GraphQL, tu as les queries qui servent à lire et c'est tout. Et tu as les mutations qui servent à écrire, supprimer, mettre à jour. Voilà. Donc pour l'exemple, on va faire un create post. Data, je vois que ça prend du coup, ouais, c'est ça, c'est le type post create input. ID, c'est auto-généré, donc je m'en fiche. Title, donc on va mettre other title. Hop, juste enlever ça. De toute façon, ici, je suis auto-complété aussi. Hein. Content. My. On va mettre bla. Et j'ai un author. Et l'author, il peut être mis à nul, donc en fait, je ne vais pas le mettre du tout, tout simplement. Et si je regarde la doc, je vois que la valeur de retour de create post, c'est le post que je viens de créer en fait. Du coup, je peux faire ça par exemple et récupérer l'ID du post qui vient d'être généré. Si j'exécute ça, create post, j'ai mon ID. Et si je regarde ici dans ma data, là, je rerun ça, je vois que j'ai mon nouveau post qui a été créé. Et certes, le author est à null, mais tout le reste a bien été remis. Voilà. Donc si par exemple vous voulez plus que votre post après il ait un author à null, vous faites un petit update post. Si vous voulez supprimer tous les posts d'un utilisateur, vous allez faire un delete many posts. Et là vous dites delete many posts, il prend quoi? Pas de problème. J'ai la solution.
delete many post, il prend un where. Where est de type post where input. C'est quoi ça, post where input? Ah bah attends, il y a plein de choses là. Post where input, ça prend... C'est un objet qui va décrire le post que vous voulez filtrer, c'est un filtre en fait. Et là, regardez tout ce qu'on a là. Content, content n'est pas, content contient, content ne contient pas, content supérieur à, le titre, pareil à chaque fois. Mazette, c'est banqué là. Donc voilà, de toute façon vous êtes autocomplété, hein. Where, deux points. Ah, vous voulez agir sur le titre, title, title in, de là vous mettez un petit mot-clé que vous voulez. C'est bon, c'est gagné. Voilà. Donc là on se dit, ok c'est sympa, mais maintenant je veux travailler depuis mon code. Comment je fais? On génère l'ORM. On copie ça, on le rajoute dans le Prisma YAML. Je veux générer pour du TypeScript et je vais générer dans ./src generated Prisma client. Hop. Prisma generate. 23 millisecondes. Rapide en plus. Dans generated, j'ai mon Prisma client. Très bien. Et là, regardez. Je retourne dans mon index.ts. C'est un petit projet TS que j'ai bootstrap vite fait. Import. From. Generated Prisma client. Là, ça va s'appeler Prisma. Prisma, point. Et là, je veux, je sais pas, par exemple, oups, c'est peut-être pas le bon code. Je vais quand même copier au cas où. Ah, il me faut une dépendance, merde. On va installer la dépendance quand même pour l'ORM. Donc si vous êtes en Go, vous en avez une autre installée. Si vous êtes en JS, je crois que c'est la même. Voilà. Et à partir de là, tout devrait bien se passer. Voilà. Et là, vous voyez qu'en autocomplétion, bah, je retrouve les mêmes fonctions que je vous ai montrées tout à l'heure dans le playground. J'ai mon create post, j'ai mon create user, j'ai tout ça. Donc admettons que je veux créer un user, create user. Paramètre, il me dit, il prend un data user create input. Ok, bon ben j'ouvre le scope, on verra bien. Et derrière, j'ai juste à lui passer mes paramètres qui sont autocomplétés aussi, quoi. Donc là, first name, hop, last name. J'exécute ça et c'est gagné. Donc on va quand même copier leur main de test. Donc leur main de test, qu'est-ce qu'il nous fait? Il importe Prisma, il déclare une fonction main, il va déclarer un user qui s'appelle Alice. On va mettre des points-virgules. Donc chez nous, name, ça n'existe pas. Et là, vous voyez, magie, mon IDE me dit qu'il y a une erreur. Si vous étiez en JS, la propriété name, il l'a créée à la volée. On s'en fout, on est en JS. Là, je passe ma souris. Ah, c'est pas enable au type user create input et object littéral, non, ça va pas. Donc je remplace ça par first name. Si vous vous rappelez plus des propriétés, allez regarder votre doc, tout simplement. Qu'est-ce que c'est le last name, last name. Vu que last name est obligatoire, forcément ça me génère une erreur si je l'ai pas. Et là, plus d'erreur. Là, pareil, j'essaie de lire dans mon objet. Name, j'ai pas. First name j'ai. Et ensuite, il va nous récupérer tous les utilisateurs avec await prisma.users. Et il nous les console log. On va exécuter ça, voir ce que ça donne. Très bien, on voit que l'utilisateur Alice Bla a été créé. Il a son propre ID. Il nous a bien retourné les deux derrière. Si je rejette un petit coup d'œil ici, je lui demande de m'afficher tous les users, m'afficher tous les first names de tous les users. Ok, ouais, je l'ai bien. Je le vois ici aussi. Nickel, tout roule. Ah, pardon, hop, voilà. Je le vois bien, tout roule. Donc là, on a généré un super ORM, quoi. Genre, on a un ORM qui marche vachement bien. Tout ce que je vous ai montré sur le Playground, maintenant, vous pouvez le faire depuis votre code. Vous avez votre relation entre les deux qui est gérée. Vous avez l'autocomplétion, vous avez les types, vous avez tout, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc là, maintenant, il y a deux solutions. Soit vous êtes quelqu'un qui aime le REST, vous voulez faire une API REST. Et dans ce cas-là, vous allez déclarer vous-même vos routes. Et vous allez en gros retourner comme ça des appels à l'ORM. Ce sera juste une ligne à chaque fois. Vous déclarez une route, return, prisma.createUser, prisma. Bon, ok, très bien. Moi, je propose le truc au-dessus. Je propose qu'on fasse du GraphQL. Donc, on va générer un endpoint GraphQL qui va venir comme ça consommer notre ORM et servir la donnée. Et derrière, ensuite, ce endpoint GraphQL là, il peut être consommé par votre front React, un autre service, voilà, presque comme vous voulez. Donc,
Ici, on a plus ou moins fini le tuto. Hein. Après, il vous donne encore quelques exemples ici. Récupérer un utilisateur, filtrer, voilà, avec le where, mettre à jour un utilisateur, prisma.update, vous lui passez where, vous filtrez, vous lui passez la nouvelle data, supprimer un utilisateur, prisma.delete user. Bon, voilà, très bien. Nous, on passe à l'étape au-dessus. On veut générer le endpoint GraphQL. Donc, on va taper prisma GraphQL. Ah, par contre, là, je suis en Go, là. Ça va pas le faire. Je vais faire ça. Ah, j'ai pas assez de... Yes. On va se mettre en TypeScript. Nickel. Et on va se remettre en plein écran. Voilà. Donc là, je suis dans le tuto TypeScript. Donc là, pareil, on va suivre la doc tranquillou, on va voir ce qui se passe. Donc on a quelques dépendances à installer. GraphQL Yoga. Donc GraphQL Yoga, si vous ne connaissez pas, c'est un truc qui vous évite un petit peu de code boilerplate. En gros, quand on génère un endpoint GraphQL, on écrit le schéma. Et ensuite, ce schéma, on le passe en paramètre à un autre module. Et après, on utilise Express pour le servir, récupérer les requêtes, etc. GraphQL Yoga, il abstrait tout ça pour vous. C'est un seul package qui fait tout, c'est nickel. Donc hop, on l'installe. On a aussi besoin de Nexus, de GraphQL, de Nexus Prisma. Alors Nexus, c'est un projet qui est à côté de Prisma, qui est maintenu par aussi l'équipe de Prisma, qui facilite l'écriture des schémas GraphQL. On va voir comment ça la facilite. Et Nexus Prisma, c'est un connecteur qui fait que c'est encore plus facile d'écrire des schémas quand on utilise Prisma. En gros, tout ça, c'est des trucs qui vous évitent du code rébarbatif. J'installe ça aussi. Et la dernière dépendance, TS Node Dev, je l'ai déjà installé avant quand j'ai fait mon setup, donc on ne l'installe pas ensemble. Ça, moi, je l'ai déjà fait avant, on ne le fait pas ensemble. Par contre, on va exécuter cette commande-là ensemble. Cette commande-là, elle est pas mal. Elle va générer ce qu'on appelle le CRUD. Donc le CRUD, comme l'a dit Gabriel, create, read, update, delete, c'est le cycle de vie d'une donnée. Et quand on écrit des résolveurs, donc quand on écrit notre schéma GraphQL, on écrit des résolveurs, c'est voilà les différents blocs. Ce CRUD-là, c'est toujours le même. Écrire de la donnée, ça va être un appel à create le nom de ma donnée. Delete de la donnée, ça va être un appel à delete le nom de ma donnée, à chaque fois à l'ORM. Update, pareil, toujours la même chose. Donc grâce à Nexus, on va venir générer ces résolveurs-là en fait. On va générer, on va dire, des fragments de schéma qui seront stockés quelque part dans notre code. Et ces fragments de schéma, derrière, on pourra nous les appeler et les utiliser, ça évite d'avoir à les écrire. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Donc je lui donne les bons chemins. Donc moi j'ai un sous-dossier SRC. Hop, ici pareil, j'ai un sous-dossier SRC. Voilà. Ensuite, il nous demande de faire un petit npm run dev. En effet, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai kill le Docker, il faut que je le relance. Il nous demande de faire un petit npm run dev parce qu'il y a des types qui sont générés à la volée. Donc on le fait. Ouais, donc là il dit qu'il n'arrive pas à se connecter au endpoint, c'est normal, il est en train de démarrer. Blablabla, voilà, très bien, on va le relancer. Ok, good. Donc maintenant on a 3 utilisateurs Alice, puisque j'en ai recréé un du coup, vu que c'est dans mon code. Donc là on va prendre leur code d'exemple. Et là vous allez dire c'est quoi ce bourbier? Donc je me suis dit la même chose au début quand j'ai regardé ça. Quand j'ai regardé ça là avant le talk, mais en réalité faut juste lire ce code attentivement et bien lire la doc et après ça va tout seul vraiment. Donc là déjà à ce niveau là vous allez avoir un problème, c'est que votre TypeScript il va plus compiler. J'attends qu'il me pète une erreur. Donc là il compile. En réalité il faut que je mette peut-être la fin. Je vais mettre ça. Voilà, là je copie juste du code dans la doc. Un copie en haut. Ouais, hop, c'est bien ça. C'est nickel. On va le coller à la fin. Ah non, en fait ça compile, autant pour moi, tout va bien. Des fois il y a un problème avec la version de TypeScript. Là je suis en 3.6.2. Il est possible que vous ayez besoin de downgrader votre version de TypeScript en 3.5. quelque chose, .5. Ce que vous voulez en réalité, ou .4, je sais plus, enfin une version antérieure quoi. Pourquoi? Parce que ça là, cet appel de fonction là, il génère un type, et il y a un appel de fonction là quelque part qui génère un type. Ce type c'est une union, et l'union est trop complexe pour que TypeScript puisse la parser correctement. Donc si vous avez ce problème là, vous downgradez votre version de TypeScript, c'est nickel. Donc on va lire un petit peu leur code. On a quelques imports, on a un import de Pass, on a un import de Nexus, on a un import de GraphQL Yoga. Ok, c'est cool. Ça je vais le passer au-dessus. On va quand même mettre les points virgules.
GraphQL Server, très bien. On a toujours notre ORM, Prisma. Prisma, c'est l'objet qui représente notre ORM qui est importé. Data, modèle, info. Donc ça, c'est ce qu'on vient de générer. C'est en gros, on va dire, les types et les fragments de schéma qu'on va pouvoir réutiliser ensuite, quoi. Et ensuite, on a quelques petites fonctions utilitaires depuis Nexus Prisma. Enfin, ouais, un objet et une fonction utilitaire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout ça. On va même supprimer tout ça. On va vraiment aller au plus simple. Là, pareil, on va supprimer tout ça. Et on verra après comment on peut générer des trucs custom. Là, tout va bien, tout va bien. Là, il faut que mes chemins soient bons. Donc, je mets à jour mes chemins. Il faut que j'informe, en gros, make Prisma schéma. Donc, ça vient de Nexus Prisma. Il faut que j'informe, en fait, Nexus Prisma où est mon schéma GraphQL. Donc, le schéma.graphql, il est là, il a été généré pour moi auparavant. Et le Nexus.ts et les types, pareil, il faut que je lui indique le chemin. Donc, mettez à jour vos chemins. Ici, je démarre le serveur. Server is running on localhost, blablabla. Ok, très bien. Je rajoute un petit point d'exclamation pour être swag. Là, il manque un point virgule. Je me le mets. Là, il manque un point virgule. Je me le mets. Voilà. Et donc là, ça nous dit server is running on localhost 4000. Donc vous allez dire, il y a quoi qui tourne là en localhost 4000? Bah, surprise, il y a la même chose. Sauf que là, vous n'êtes plus dans un contexte Prisma. Vous tapez plus directement dans Prisma, c'est plus des requêtes Prisma que vous faites, c'est des requêtes GraphQL. Donc là, c'est bon. Vous avez votre endpoint GraphQL. Il existe, il est là. Pour vous le prouver, vous voyez que si j'autocomplète post, enfin si je trigger l'autocomplétion, j'ai que post, j'ai plus que post. Pourquoi? Parce que post, c'est pour l'instant la seule ressource que j'expose à travers mon endpoint GraphQL. Vous allez me dire, moi je ne veux pas exposer post, je vais exposer post, je vais exposer tous les posts, je vais exposer user, je vais exposer users, pas de problème. Regardez, on va dans le code. Ici, on a un t.prismafield. Vous voyez qu'ici, j'ai post. Et bah, si en plus de post, je vais exposer post. Et là, maintenant, dans mon GraphQL, je rafraîchis juste la page. Dans mon GraphQL, j'ai post. Title, content. Je retombe bien sur ma donnée. Et ça, c'est votre endpoint GraphQL. Là, c'est bon, votre API, elle est finie. C'est terminé maintenant. Vous pouvez aller sur votre front, récupérer un client GraphQL sur votre front et query l'API. On va continuer un petit peu avec les mutations. J'aimerais bien, moi, pouvoir créer un post depuis mon endpoint GraphQL. Donc, depuis mon front, voilà, j'aimerais pouvoir créer un post pour mes utilisateurs. Pas de problème. Create post. Je rafraîchis la page. Ça redémarre. Cette fois, c'est une mutation. Create post. Je suis auto-complété. Data. Et là, on retombe le title, le content. Et on récupère quoi? On récupère notre post tout frais qui vient d'être créé. Voilà. La doc, elle est toujours là. Le schéma, toujours accessible. Vous pouvez lire un peu, voir ce qu'il y a. Et c'est tout bon, quoi. Donc si je résume, qu'est-ce qu'on a écrit? Pas grand-chose au final. J'ai écrit quoi, moi? J'ai écrit ça. De toute façon, on peut le voir au fichier ouvert. Là, j'ai copié-collé des trucs. Ça, je l'ai écrit avec vous. Ça, j'ai copié-collé. Ça, j'ai copié-collé. Et après, j'ai rajouté des paramètres, enfin des éléments à mon arrêt, quoi. Donc, j'ai écrit quoi à tout casser? J'ai écrit 5 lignes, 10 lignes. Et là, j'ai mon API avec mes users, mes posts, la relation entre les deux. Vous voulez une ressource en plus? Vous voulez les accounts? Pas de problème. Datamodel.prisma, type account. Et user, c'est votre user. Username, c'est une string. Password, string. Voilà, hop. Vous réexécutez Prisma Generate. Vous réexécutez Prisma Deploy. Vous réexécutez le npx pour générer les types GraphQL. Et là, vous rajoutez account et accounts. Terminé, vous avez votre ressource en plus. Voilà. Donc,
Vous allez me dire, le code que tu as supprimé, il est un peu compliqué quand même. C'était quoi ça? T'essaies pas de nous en mancher là. Le code que j'ai supprimé, en fait, c'est des résolveurs custom. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on avait généré des fragments de schéma. Et ben, ces fragments de schéma, c'est à ce moment-là qu'on les réinjecte dans notre schéma en fait. Là, post, create user, delete post, create post, c'est des fragments de schéma en fait. Donc là, hop, c'est à ce moment-là qu'on les réinjecte. Admettons qu'on veut écrire un résolveur custom. On veut par exemple écrire un résolveur pour supprimer tous les posts d'un utilisateur par son first name. Donc je veux une mutation où je donne un first name et automatiquement ça va supprimer tous les posts de cet utilisateur là. En réalité je peux déjà le faire parce que Prisma me génère delete many posts. Et dans delete many posts c'est un objet où je peux passer en réalité des informations sur un utilisateur, etc. Mais pour l'exemple je vais quand même en écrire un. Donc comment on va faire? On va quand même copier-coller du code, faut pas déconner. On va se mettre là, on va copier ça là. Ça c'est bien. On va copier ça. On va copier ça et on va le mettre à la suite ici. Faites attention, on ne met pas de virgule ici. De toute façon, à ce stade-là, vous faites plus vraiment du JS. Là, vous faites du Prisma. On ne sait pas. Donc ça va s'appeler delete posts off. Supprimer les posts 2. Le type, c'est ce que ça renvoie. Donc quel type va être renvoyé? Généralement, quand on supprime quelque chose, on renvoie ce type-là. Vous voyez que delete many posts, ça renvoie un batch payload. Et batch payload, en gros, c'est un outil qui renvoie un count. C'est un type qui renvoie un count, enfin qui contient un count. Et count, c'est un long qui correspond au nombre de posts qui ont été supprimés. Voilà, donc nous, on va suivre cette norme-là, elle est très bien. Donc le type là, batch payload, je me le mets là, batch payload. Ça, c'est le type que je renvoie. Nullable true, non. Args, c'est ce que vous recevez en paramètre. Donc moi, qu'est-ce que je reçois en paramètre? Je reçois un first name. Et first name, c'est un string arg. C'est une string. Lorsque je résolve, donc resolve, c'est la fonction qui est appelée lorsque ce résolveur est appelé, lorsque la requête GraphQL sur ce résolveur est faite. Je reçois quoi en paramètre? Si j'ai indiqué que je recevais first name en paramètre, c'est que je vais recevoir first name ici. Je vais le mettre en minuscule pour que ça soit un peu plus cohérent. Et là, j'implémente ma logique. Ouais. Donc moi, c'est quoi ma logique? C'est faire un appel à ctx.prisma. Je crois que je suis pas autocomplété ici parce que je suis plus trop dans du JS. Ouais, je suis plus trop dans du JS. Donc à ce moment-là, je suis plus trop complété. Je pense que ça va être patché ça avec Prisma 2, mais de toute façon on en parle après. Donc là, je vais faire un delete many post. Delete many post, je vais lui passer en paramètre un where, donc un post where input. Et on voit que dans post where input, en gros, j'ai author. Donc ici, je vais faire hop, author. Dans author, je vais faire first name. Et en fait, là, first name, c'est mon paramètre qui est automatiquement réinjecté. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec cette syntaxe, en gros, c'est comme si je faisais ça, quoi. Voilà. Donc, on va tester ça tout de suite. Ça redémarre, tout va bien. Je reviens dans... je vais pas aller dans ce playground là, je vais aller dans le playground GraphQL. Je rafraîchis la page. Donc je vais m'afficher en gros, je vais m'afficher tous les posts. Pour chaque post, je vais m'afficher l'auteur et pour chaque auteur, je vais m'afficher son first name. Et aussi, je vais m'afficher le titre du post pour que je vois un peu ce que je supprime quand même. Donc là, je vois que j'ai 3 posts et il n'y en a qu'un seul qui est à Lucas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser là mon résolveur custom que je viens de créer, le delete many post, enfin le delete post off, et je vais supprimer du coup tout ce qui appartient à Lucas. Et après, je pourrais peut-être même supprimer tout ce qui est à nul, mais pour ça, il faudrait que je change mon résolveur. Parce que là, le nullable, je l'ai mis à false, donc je ne peux pas passer un auteur nul, du coup, il faudrait que je le mette à nul. Vous avez compris quoi. Donc on va faire mutation. Là, vous voyez que j'ai mon petit delete post off qui vient d'apparaître. Il a été rajouté à ma doc automatiquement, il est autocomplété et tout, il n'y a pas de problème. Il me dit que first name est là, first name c'est une string, donc je lui passe Lucas. Et j'ai bien prévu de recevoir un count et je reçois bien mon count. Donc là, je vais essayer de supprimer tous les posts de Lucas. Donc là, ça me dit qu'il a supprimé un post. Si je réaffiche mes posts, pour chaque post, j'affiche l'auteur, j'affiche le first name. On voit que j'ai plus que les posts qui sont à nul. Voilà comment on implémente un résolveur custom. Voilà. Donc c'est tout pour la démo. Si je résume, on a codé quoi? On a codé Peanuts, on n'a rien codé. Et là, l'API, elle est finie et surtout, elle est production ready. Pourquoi?
parce qu'elle n'a pas besoin d'être testée, c'est du code généré, par définition on ne teste pas du code généré. Elle est documentée et elle est typée de bout en bout. C'est insane. Genre, n'importe quel utilisateur qui rejoint le projet, il a les types dans son éditeur. Quand il passe sa souris sur un truc, il sait automatiquement ce que c'est. Vous gagnez en productivité de fou, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions là-dessus avant qu'on passe à la comparaison? Ouais. Juste dans ce que tu as écrit, tes tables, dans ton data model.prisma, je pense. Dans mon data model.prisma. Yes. Ouais. Ouais, là tu as juste un truc qui s'appelle post, mais des fois tu appelles un truc qui s'appelle post avec un S. Est-ce que c'est juste du GraphQL? En fait, c'est un truc qui est pas spécifique GraphQL, mais qu'on retrouve en GraphQL. Tu as toujours la ressource, enfin le document post qui veut dire un seul post. Et du coup, forcément, si on parle d'un seul post, alors il faut filtrer. Du coup, tu vois que post, en paramètre, ça prend un where. Et dans ce where, après, tu lui dis ce que tu recherches. Donc là, tu lui donnes l'ID, il te ressort le bon post. En revanche, posts au pluriel, bah lui il ne prend pas de paramètres parce qu'il trouve tous les posts d'un coup. Et c'est un truc qui est généré tout seul. C'est ça, tu as toujours ta ressource au singulier, exactement comme Mongo. Comme Mongo, pour ceux qui font du Mongo, tu as toujours ta ressource au singulier qui admet un filtre, ta ressource au pluriel qui te renvoie tout. Okay. Voilà. Pas d'autres questions? C'était clair? Ok, cool. Donc si vous voulez voir un exemple Go de l'équivalent, allez voir le code source de C3PM, c'est un ancien projet POC qui est devenu un EIP là. Donc regardez c'est sur le GitHub de POC, il est encore je crois. Allez voir sur le GitHub de POC, vous avez du coup un exemple en Go. En Go c'est un petit peu différent parce que la solution n'est pas intégralement intégrée. On utilise une solution externe pour générer le GraphQL, on utilise GQLGen. Ouais. Mais ça revient au même, on code que dalle. Après c'est une approche un peu différente dans le sens où là on code un point GraphQL et après on a juste des fonctions qui sont générées, on a juste à les remplir. Il y a une étape en plus, ouais. Et ouais. Mais bon, tu codes quand même pas grand chose, quoi. C'est ça. Voilà. Tu veux faire la comparaison Tu veux qu'on passe sur le. Bah ouais, prends mon. Bah, viens là en fait. Viens. Ouais, petite transition. Petite transition. Donc je compte même pas le nombre de lignes qu'on a codées pour Prisma, c'est que dalle. C'est un truc hyper marginal. Ah oui. C'est pour ça. C'est bon? Ok. Du coup, ça, on vous filera le lien après. Du coup, c'est juste le lien. On a diverses implémentations. Du coup, on fait du REST et on fait du GraphQL pour bien vous montrer et les différences de Prisma avec du coup du code ORM assez classique et que ce soit en REST et en GraphQL pour avoir vraiment l'étendue de la différence. On va commencer par Express. Là où vous aviez un data model, nous on a des migrations et on peut voir que c'est un peu l'enfer dans le sens où du coup c'est là où on va vraiment limite écrire du code SQL. Genre c'est du code SQL en JavaScript. On va dire ok on va créer une table, on va mettre un ID qui s'incrémente, on va mettre une string qui s'appelle first name mais qui est pas nullable. Enfin du coup nous on utilise Knex qui est vraiment juste des bindings de JavaScript vers du SQL. Du coup, c'est pas très smart, c'est vraiment pas l'abstraction qu'on a envie d'avoir. Knex, en fait, c'est pas un ORM, c'est un SQL Builder. C'est juste Ouais. un truc qui va générer des requêtes SQL pour vous à la base. Vous avez des trucs qui se mettent au-dessus de Knex encore et qui permettent de faire un ORM. ORM, c'est Object Relational Mapping, donc c'est-à-dire que ça va mapper du code orienté objet ou objet, etc. À du code relationnel, donc du SQL. On peut voir que du coup, on a un de CSRC avec le serveur. Donc ça, c'est pour du REST. Du coup, comment ça marche? Le REST a du put, post, get, etc. Et des routes d'API, ce qu'on n'a pas en GraphQL. Du coup, on peut voir que là, j'ai fait deux sous-routeurs. Donc user router, post router, etc. Et ensuite, on lance le serveur. Du coup, c'est assez classique. Pour ce qui est des routeurs, j'ai organisé ça en termes de services. Du coup, on a un service post, un service user, etc. Du coup, on voit qu'on a quand même beaucoup de fichiers. On commence par les routes. Du coup, c'est toutes les routes qui concernent l'utilisateur. Du coup, tout ce qui a été généré par Prisma, donc tout ce qui est CRUD, là, on est obligé de le réécrire à la main. Donc, on a un get users pour récupérer tous les users, un
get sur un ID en précisément pour avoir un utilisateur particulier, un create user sur un post et un delete pour remove les users. C'est du code qu'on a besoin de réécrire à chaque fois. Donc si on va par exemple sur les posts, on voit que c'est le même fichier avec des fois des subtilités en plus, etc. Mais c'est du code qu'on a dû écrire et du coup qui est très répétitif, etc. Et c'est pas intéressant et c'est pas ce qu'on veut faire. Ensuite, on a des middlewares. Là, c'est la source. Voilà. Les middlewares, du coup, c'est un peu ce qui est appelé par les routes ici. Et là-dedans, on va prendre une requête, une response, et c'est toujours la même chose. On a, je sais pas si je peux ouvrir. C'est là que vous vous rendez compte que tout d'un coup vous vous dites ah mais c'est vrai il faut que je fasse ma gestion d'erreur. Ah mais c'est vrai il faut que je retourne les bons codes HTTP. Ouais, c'est Ah mais c'est vrai il faut que je passe les paramètres, il faut que je les récupère dans la requête. Ben voilà. Là il y a le problème. On compare un peu les services. On va dans le middleware de post et clairement il n'y a pas grand chose qui compte, enfin qui change. Du coup moi j'ai fait des contrôleurs, on peut aller voir les contrôleurs comment ça marche. Les contrôleurs. C'est juste du Knex et c'est toujours la même chose. Donc on sélectionne étoile pour en get 1, where, id, .limit 1, .first, etc. Donc il n'y a pas d'abstraction en fait. Genre en limite on aurait pu écrire du SQL, le restore était le même, juste qu'on a on a un peu de safety qui est apporté par Knex, mais c'est clairement pas ça. Du coup voilà, si vous voulez voir plus le code en détail, je vous invite à regarder le GitHub, on vous filera après. Du coup ça c'était pour du Express, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. C'est moche hein, c'est tout. Voilà, c'était chiant à faire. Ensuite GraphQL, du coup ça c'est un peu toi qui l'as fait. Mais on a pareil les migrations. Donc Les mêmes. voilà, c'est les mêmes, donc c'est très lourd, pas très facile, pas très lisible, c'est chiant. Clairement vous arrivez sur un data model pour un Prisma, vous n'avez pas besoin de lire de documentation quasiment, le SDL c'est assez connu, vous pouvez rentrer dedans directement. Alors que quand on regarde les migrations Knex, tu montres ça à un mec qui a jamais fait de Knex de sa vie, il se fait qu'est-ce que c'est genre. Enfin comment il peut rentrer là-dedans sans se taper toute la doc de Knex. Clairement peut-être ça. Genre c'est pas très agréable quoi. Enfin je sais pas si. S'il est habitué aux ORM, il retombe sur ses pieds, sinon c'est mort. Voilà, genre c'est un peu l'enfer. Du coup pareil, SRC. Là on a du coup le serveur où juste on lance le serveur GraphQL. On a le schéma. Et là pareil. Du coup on a un truc qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait qui était généré dans Nexus. Mais c'est du code qu'on a dû écrire quoi. Là on a d'autres problèmes. Là ouais, on a plein d'autres problèmes là. On voit que j'ai des types inline, tu vois ici là j'ai des types inline que j'ai dû rajouter à la main pour le TypeScript. Toutes mes queries elles sont agencées comme ça. Et là vous vous dites ça va, c'est pas si horrible. Alors là c'est que des queries très simples. C'est users, user, posts, post, tu vois on retrouve Jonathan, tu vois les trucs, et post off. Mais là, la query récupérer tous les posts d'un utilisateur en donnant le first name de l'utilisateur, moi j'ai la flemme de la coder. Hein. Parce que derrière, il faut que je fasse du Knex et tout, horrible quoi. Donc quand on est sur des trucs très simples, le GraphQL ça va, mais dès qu'on commence à avoir des résolveurs un petit peu compliqués et tout, on apprécie quand même vachement qu'ils soient générés par Prisma quoi. Sachant qu'il existe des solutions autres que Prisma pour les générer. Hein. Prisma c'est pas la panacée non plus. Mais Ouais, on en Prisma c'est une solution intégrée on va dire. C'est ça. Après le reste du code, c'est un peu la même chose qu'on a. C'est exactement la même chose. C'est vraiment le même code. On a les contrôleurs qui sont là. Voilà. Genre on get un user, on en get un, on en get deux, on create, on remove, etc. Genre c'est juste pareil, c'est du code chiant qu'on n'a pas envie d'écrire et qui est le même, peu importe le document sur lequel vous faites. Et peu importe vos projets surtout. C'est ça. Peut-être tu raffiches le PPT. Yes. Bon on arrive proche de la fin là. Est-ce qu'il y a des questions un peu sur la comparaison? Donc on n'a pas compté les lignes, hein, mais tous les fichiers que vous avez vus dans les deux projets là, ils ont été écrits à la main, tout simplement, on pouvait rien générer. Et dans Prisma on n'a rien écrit quoi. Voilà. Ouais. Pourquoi
parce que au moment où j'ai développé le tool, bah, je connaissais pas Nexus. J'ai découvert ce matin Nexus. Ça, j'ai préparé ce matin en fait, c'est pour ça. Mais C'est futur Nexus. de quoi? C'est futur Mais Nexus c'est très bien, et si vous voulez pas faire de Prisma parce qu'il y a des inconvénients, on va les évoquer après, mais que vous voulez quand même être aidé pour écrire vos schémas GraphQL en JS, utilisez Nexus, hein, c'est très bien. En gros, il y en a deux qui se battent en duel là. Il y a un truc genre GraphQL, Make Schema, un truc comme ça là. C'est pas celui qu'on a vu, c'est un autre qui est un concurrent de Nexus, qui est apparemment, de ce que j'ai vu sur Medium, moins user-friendly, etc. Et pourtant, moi, Nexus, j'ai rien à lui reprocher. Hein. Vraiment, si vous avez besoin de faire un point GraphQL vite fait, pas besoin de Prisma et tout, let's go. Donc on va conclure un petit peu. Donc en somme, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé par typer en écrivant notre prisma.datamodel, et à partir de là on a dérivé. On a dérivé l'ORM, de l'ORM on a dérivé le schéma GraphQL, du schéma GraphQL on a dérivé le endpoint GraphQL, enfin voilà quoi. On a écrit zéro code boilerplate, tout a été généré pour nous. Le peu de code boilerplate qu'on a, on l'a copié-collé de la doc, et il varie pas d'un projet à l'autre, donc tranquille. On a totalement abstrait notre SGBD. À aucun moment on a entendu parler de where, de limit. Alors, si vous allez me dire, il y avait une propriété qui s'appelait where. Mais where en anglais, ça fait sens. Hein, sémantiquement, c'est très correct, quoi. Trouve-moi l'utilisateur où le prénom est égal à. Non, voilà. En réalité, j'aurais pu l'appeler autrement. Hein, c'est totalement abstrait. Mais bon, voilà. Vous n'avez pas entendu parler de relation one-to-many, many-to-many à aucun moment. Juste, vous avez eu dans l'output un moment où on vous a dit qu'on a détecté que user et post, ça se parlait, donc on t'a fait la colonne qui allait bien. Et voilà quoi. Donc là où c'est vraiment intéressant, c'est que en plus de ça, vous allez uniformiser votre développement en fait. Vous allez uniformiser votre manière de développer les API. Donc ça veut dire que vous développez votre API en JS, le lendemain vous devez développer une API en Go. Bah, c'est quand même très similaire, quoi. Vous êtes sur les mêmes noms, Prisma il vous expose la même chose, etc. quoi. Quand même, en rouge, attention à l'overhead. Prisma, c'est un truc qui est codé en Scala. Le DL en lui-même est codé en Scala. Ce qui fait qu'en permanence, vous avez une JVM qui tourne. Donc la JVM, c'est la VM de Java. C'est gourmand en ressources. Donc voilà, en permanence, il y a une JVM qui tourne. Ouais, et en plus, vous rajoutez une étape à chaque fois, à chaque query que vous allez faire dans votre base de données. Bah, vous rajoutez une étape qui est du coup le Prisma, quoi. Donc on est quand même à une époque où on considère que le temps du développeur est certainement plus précieux que le temps de l'utilisateur, malheureusement ou pas, je sais pas. Donc à vous de voir, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que l'overhead vaut le coup ou pas? Donc on vous propose quand même quelques alternatives. Asura. Donc Asura en gros c'est Prisma sans cet overhead là. Donc vous faites, c'est moins automatique que Prisma, vous générez peut-être un petit peu moins de choses, mais voilà, c'est quand même une solution intégrée pour développer des endpoints GraphQL à partir du data model, etc. Donc si vous avez aimé l'idée de Prisma mais que vous êtes très gêné par l'overhead, bah, jetez un coup d'œil à Asura, vous serez peut-être plus satisfait, plus convaincu. Prisma 2, c'est en preview actuellement, on peut déjà l'utiliser. D'ailleurs, vous allez peut-être avoir quelques problèmes par rapport à Prisma 2. Si par exemple vous lisez la documentation de Prisma Nexus, bah, c'est la doc déjà de Prisma 2. Donc cette doc là, faut pas la suivre par exemple. Si vous installez le plugin Prisma de VS Code qui vous donne de l'autocomplétion et de la corrélation syntaxique sur vos points Prisma, vos Prisma.datamodel, bah, c'est déjà pour la syntaxe Prisma 2. Donc ça pareil, l'installez pas, utilisez plutôt l'extension GraphQL qui colorie correctement le SDL. Voilà. Donc Prisma 2, je vous laisse regarder le changelog en réalité de votre côté, je vais pas m'attarder plus longtemps. Il y a plein de nouveautés, le setup est beaucoup plus simple. Ils ont sorti le côté ORM, c'est-à-dire que maintenant vous pouvez profiter de l'ORM sans avoir, un peu comme Azura, profiter de l'ORM sans avoir le Prisma qui tourne en permanence. Vous pouvez l'avoir si vous voulez, mais vous pouvez quand même profiter d'autres outils de Prisma même si ça tourne pas. Donc voilà, éventuellement vraiment projet à suivre quoi. Je pense que le développement de Prisma 1 va vite s'arrêter en réalité vu comment ils bourrinent à fond là sur Prisma 2. Après voilà, je sais pas trop, je sais que Prisma c'est une entreprise, ils sont à Berlin et tout ça, bon. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment un projet qui est sérieux, c'est très bien maintenu. Les issues GitHub, il y a des gens qui vous répondent toujours. Donc vous pouvez l'utiliser en production quoi. Enfin, mon conseil en tout cas c'est vous pouvez l'utiliser en production quoi. Ouais. Ça entre ça et une merde reste pas documentée, le choix est vite fait quoi. Ça ouais. Le client TypeScript est assez éprouvé. Nous on fait du Go sur notre projet. Là c'est un peu plus expérimental dans le sens où toutes les intégrations on utilise GQLGen etc. Il y a plein de merde de Prisma qui est plus compatible avec GQLGen, ils se renvoient la balle, ils disent non c'est toi qui dois être compatible, non c'est toi, du coup c'est infernal. Mais TypeScript c'est good, ouais, vous pouvez vous lancer direct, vous pouvez aller voir votre boîte et dire fais ça, c'est mieux.
vous avez aucun Et, intérêt à faire du plain.js. Prisma Ouais. vous propose des types de bout en bout, prenez-les. Ouais. Aucune raison de ne pas faire du TS. Quoi. Si vous aimez vraiment pas de TS, vous voulez typer avec Flow. Flow, c'est un truc de Facebook, une autre manière de typer. C'est possible aussi, pour ceux qui connaissent, Ouais. ça existe. Sur du coup, Prisma. Plus de questions avant qu'on conclue Non Vous avez la liste des. Ouais, en total. Ok, bon bah merci de nous avoir écoutés. Moi c'est mon dernier talk avant mon départ à l'étranger, donc peut-être qu'on se reverra en 5e année pour d'autres aventures. Et en attendant, bah, merci de m'avoir suivi pour tous mes talks au fil de l'année, parce qu'il y en a eu pas mal au final. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, message, Discord, comme d'hab. Voilà.